nous avons quelques petits problèmes divers. Alors, le premier a été qu'il y a des grèves et que c'était prévu depuis un certain temps. Donc, Madame Simon Place, qui est à Dijon, a dit « Je pense qu'il faudrait mieux que je ne me déplace pas, sinon ça va être extrêmement difficile. » Donc, nous avons décidé qu'elle serait en visioconférence et pour, disons, étoffer sa présentation, j'avais donc du coup demandé au référent de déontologie éthique de l'Université de Perpignan, qui est à côté, de venir accompagner cette conférence. Voilà que lui a un problème de santé dans sa famille et que finalement, il ne peut pas venir ce soir. Mais le débat sera néanmoins très intéressant et ouvert après la présentation de Mme Simon Place, qui sera accompagnée du coup pour ce débat en visioconférence aussi par Claire Lutin. Voilà. Donc, je remercie l'assistance d'être venue, bien que ce soit en visioconférence, ce qui prouve qu'effectivement, ce type de configuration marche et que vous l'acceptiez. Je suis donc très contente, malgré tout, que, même si elle n'est pas là, que Mme Simon Place puisse être présente en visioconférence. Mme Simon Place est directeur de recherche INRAE. Elle est INRAE, c'est l'ex-INRA. Elle est ingénieure agronome et a fait sa thèse à Montpellier. Depuis, elle est chercheure en biologie végétale et elle a été directrice du centre INRA de Dijon de 2014 à 2017. Mais elle a également d'autres fonctions qui sont celles pour lesquelles nous l'invitons aujourd'hui, puisqu'en fait, elle est déléguée déontologie, éthique auprès du PDG, du président directeur général de l'INRAE, et fait partie également de différents comités qui se posent des questions justement sur ce thème éthique, déontologie, intégrité scientifique. Par exemple, le comité de l'INRA aussi, Sciences en question. Donc, aujourd'hui, elle va nous présenter ce qu'elle pense et ce qu'on pense donc, de la déontologie, de l'intégrité scientifique et de l'éthique, qui sont des valeurs à conjuguer pour une science responsable. Et je vais donc lui laisser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci pour cette introduction et merci aux courageux qui ont accepté de consacrer le début de leur soirée à ces sujets. Je suis très contente de pouvoir être presque parmi vous, mais en tout cas d'être en communication avec vous sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Ce que je vais essayer de faire en une trentaine de minutes, je pense, c'est de partager avec vous ce que je mets derrière ces sujets, ce qui fait qu'ils sont importants pour la science, pour la communauté scientifique, mais aussi plus largement pour la société tout entière. Et puis, vous expliquer rapidement, et puis on en discutera si vous voulez, mais comment ça se concrétise dans la pratique des chercheurs, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va peut-être un peu moins bien, qu'est-ce qui est plus compliqué, pourquoi c'est un peu plus compliqué, et ce que les institutions mettent en place pour essayer d'accompagner ça le mieux possible. Voilà, un petit peu l'idée de la présentation que je voudrais partager avec vous maintenant. Donc, je vais commencer par quelque chose d'assez essentiel, même si c'est tout à fait simple, c'est rappeler que ces valeurs sont au cœur des missions de la recherche publique, puisque, comme vous le savez sûrement, mais ça va toujours mieux en le disant, la mission des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, qui rassemble la communauté des chercheurs et des enseignants-chercheurs, c'est de former à la recherche et par la recherche, de produire et de diffuser des connaissances, et de faire en sorte qu'elles puissent être mobilisées, ces connaissances, au service de l'innovation, de l'expertise et de l'appui aux politiques publiques. Donc, vous voyez bien qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout de suite la nécessité de déployer une démarche scientifique rigoureuse au service de l'intérêt général, puisque nous sommes des établissements publics, et en nous interrogeant sur les enjeux éthiques, à la fois des sujets d'études que nous portons et des méthodologies des projets que nous développons. Et le simple fait d'avoir décliné cette petite phrase, ça nous amène tout de suite
a dessiné ce triptyque éthique, déontologie, intégrité scientifique, puisque démarche scientifique rigoureuse, c'est vraiment au cœur de la question de l'intégrité scientifique, qui est maintenant, je vais vous en reparler, dans la loi, mais donc il y a une définition dans la loi, dans le Code de la recherche maintenant de l'intégrité scientifique qui dit ce sont l'ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Donc, pas de démarche scientifique rigoureuse sans intégrité scientifique. Au service de l'intérêt général, ça c'est lié à notre statut d'agent public et donc ça nous renvoie à la déontologie de l'agent public, c'est-à-dire l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent, alors ça c'est la définition générale, qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent. En l'occurrence, on va s'intéresser à la déontologie de l'agent public. Et puis l'éthique qui nous interroge sur la finalité, les conséquences de nos actions. Donc vous voyez que moi, en tout cas, c'est le message que je porte. Ce triptyque éthique, déontologie, intégrité scientifique, il est simplement au cœur de notre capacité à accomplir parfaitement, je ne sais pas, mais en tout cas pleinement les missions qui nous sont confiées. Donc ça mérite quand même qu'on s'y intéresse de près. Et c'est pour ça qu'à INRAE, on a, dès la création de ce nouvel institut, synthétisé ça dans une charte de déontologie, d'intégrité scientifique et d'éthique qui positionne vraiment ces valeurs comme le cœur des activités de l'établissement. Alors, ce sont des notions qui sont distinctes, mais qui sont étroitement connectées. D'une part, l'intégrité scientifique, comme je vous l'ai dit, si c'est l'ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux, et que la déontologie, c'est le code d'exercice des règles d'une profession, l'intégrité scientifique, c'est finalement la déontologie liée à l'activité de recherche, c'est-à-dire comment on doit se comporter, quelles règles on doit respecter pour produire et partager des connaissances fiables et robustes. Donc, on a en quelque sorte deux facettes de la déontologie. Une qui est liée à notre activité de production de connaissances, c'est l'intégrité scientifique, et une qui est liée à notre statut d'agent public qui nous engage à travailler au bénéfice de l'intérêt général. Donc, on a ces deux facettes et évidemment, on doit les mener ensemble. Quand vous regardez les textes internationaux, nous, on a vraiment cette distinction en trois piliers. Les anglo-saxons mettent tout sous le terme ethics. Une fois qu'ils ont dit éthique, ils ont tout dit, et pour eux, ça regroupe ces notions et ça les lie de manière très étroite. Et d'ailleurs, quand vous regardez les textes internationaux, le Code de conduite européen pour l'intégrité en recherche, la Déclaration de Singapour pour l'intégrité scientifique, traitent ensemble éthique, déontologie et intégrité scientifique parce qu'on y reviendra. Mais ces trois valeurs, elles sont liées dans les faits. Olivier Le Gall, qui est président du Conseil français de l'intégrité scientifique, a coutume de dire que ce sont les trois pieds d'un tabouret à trois pieds et que dès qu'un pied est fragilisé, le tabouret s'écroule. Et c'est assez vrai. On va y revenir dans les exemples que je vais vous montrer, mais les questions, par exemple, de mauvaise gestion des liens d'intérêt qui relèvent de la déontologie ont des répercussions très fortes sur notre capacité à produire des connaissances robustes. Donc, il n'y a pas une valeur qui peut être parfaitement respectée si les deux autres ne sont pas bien prises en compte. Donc, l'idée qu'on a vraiment, c'est que ces trois valeurs, qui sont distinctes, ne peuvent être mobilisées que conjointement au service d'une science responsable. Et c'est pour ça que dans notre établissement, on les a rassemblées au sein d'une délégation et que je vous en parle dans un même élan aujourd'hui. Elles sont indissolublement liées dans la capacité qu'on a à les mobiliser ensemble et aussi dans les enjeux qu'elles portent. En tout cas, ça c'est une conviction que je vous livre. Je pense qu'elles ont des enjeux fondamentaux qui sont partagés. Je vous livre ça un peu de manière lapidaire, mais la déontologie de l'agent public, qui est aussi ancienne que la fonction publique, ça a été codifié par le droit romain, donc ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Elle est portée par des valeurs qui sont dans la loi, pour le coup, on y reviendra, probité, intégrité, neutralité. Et ces valeurs, elles ont été pensées pour garantir l'intérêt général et assurer une égale qualité du service à l'ensemble des usagers. Et donc, il y a vraiment une idée d'être de la même manière au service de tous. L'éthique de la recherche, elle interroge la science sur les conséquences des stratégies qu'elle déploie, des objectifs qu'elle poursuit, mais dans l'objectif vraiment
de protéger tout le monde et que tout le monde puisse participer à son avancée, qu'il n'y ait pas de gens qui soient lésés par l'avancée de la science ou mis en danger. Et la montée en puissance d'intégrité scientifique, clairement, elle est un appel des sociétés démocratiques à plus de transparence pour donner des gages de confiance aux citoyens. Donc vraiment, je pense que ces trois valeurs, elles partagent des enjeux qui sont relatifs au bon fonctionnement des sociétés démocratiques. Et c'est une chose de plus au-delà de leur définition qui les rassemble. Alors, si mes diapos ne veulent plus passer, voilà. Et donc, en accord avec ça, de ce que la société est en droit d'attendre, il y a des attentes fortes qui sont exprimées. Alors, elles ont été exprimées d'abord par le législateur, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a commencé en 2017 à produire des circulaires relatives aux politiques d'intégrité scientifique dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais surtout la loi de programmation pour la recherche, qui a été suivie d'un décret d'application, donc en 2020 et 2021, a fait entrer, je pense que c'est une évolution majeure, l'intégrité scientifique dans le code de la recherche. Donc, ce n'est pas du tout un accessoire, mais c'est vraiment maintenant intrinsèquement écrit dans ce qui régit la pratique de la recherche dans notre pays. Donc, c'est vraiment une attente assez récente, mais fortement exprimée. La déontologie, la loi de 2016 relative à la déontologie et aux droits et aux obligations des fonctionnaires, elle a redit des choses qui étaient déjà dans la version précédente de la loi, mais elle les a redit de façon beaucoup plus précise et avec un peu plus d'insistance, notamment sur la question de la transparence de la vie publique et de la gestion des liens et conflits d'intérêts. Et pour ce qui concerne l'éthique de la recherche, toutes les personnes qui sont dans les communautés scientifiques peuvent témoigner d'une exigence qui n'arrête pas de s'accroître et qui se généralise de la part des partenaires institutionnels, des bailleurs de fonds, des revues scientifiques, des collaborateurs internationaux, d'une évaluation éthique sur les enjeux et les méthodologies des projets de recherche qui leur sont proposés ou soumis, c'est-à-dire d'un regard éthique a priori sur les projets qu'on conçoit et qu'on propose. Donc vraiment, sur ces trois valeurs, une montée en puissance des attentes exprimées au niveau nationaux et internationaux. Attentes formalisées et attentes aussi des citoyens que vous pouvez lire en creux, c'est-à-dire ce qui se passe quand la société estime que les attentes qu'elle exprime légitimement à l'endroit des communautés scientifiques sur ces valeurs ne sont pas respectées. Vous avez là une du journal Le Monde qui date de 2018 et qui mettait en cause la recherche française, la recherche en biologie et en toxicologie notamment, sur sa capacité à être irréprochable. Et vous voyez que vraiment la sanction est sévère, tant dans les mots qui sont employés que dans l'iconographie. Et vraiment, c'est des choses qui ont secoué, pour le dire un peu de manière triviale, la communauté scientifique. Et qui, en tout cas, nous incite à considérer à quel point on doit être attentif au respect de ces valeurs, sinon les conséquences sont assez dramatiques. Donc voilà, vous ayant dressé un peu le panorama de ce que, en tout cas, la communauté scientifique dans son ensemble, et moi en particulier, on met derrière ces valeurs et les enjeux qu'elles portent, je vais revenir un peu successivement sur ces trois valeurs. Donc en commençant par l'intégrité scientifique, donc je vous rappelle la définition maintenant du Code de la recherche, ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Donc, ce qui a lancé, j'allais dire, le mouvement institutionnel autour de l'intégrité scientifique, c'est quelque chose qu'on appelle le rapport Corvol dans nos communautés, qui est un rapport qui a été remis par Pierre Corvol, qui présidait l'Académie de médecine, au ministère en 2016. Et Pierre Corvol disait dans son rapport, « L'intégrité scientifique est consubstantielle de toute activité de recherche. La qualité et la fiabilité des connaissances produites dépendent d'elle. C'est sur elle que se fonde la société pour croire à la science. » Donc voilà, ça dit déjà beaucoup de choses. Et en fait, ça dit effectivement quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'activité de recherche sans intégrité scientifique. Et que donc l'intégrité scientifique, c'est une compétence des collègues de l'ensemble de la communauté qui produit des connaissances. Alors, comme toute compétence, ça se cultive.
Ça se travaille, mais c'est une compétence. Et je pense qu'il est plus intéressant, et c'est ce que je dis toujours à mes collègues, de parler d'intégrité scientifique que de parler de manquement à l'intégrité scientifique. Alors, de quoi on parle en fait? Là, quand on parle d'intégrité scientifique, on parle d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont extrêmement simples: la fiabilité, l'honnêteté, la rigueur, l'indépendance et la transparence. Et l'idée, c'est d'appliquer ces principes fondamentaux à toutes les étapes du processus de production des connaissances, de la définition de la question de recherche, au choix de la méthodologie, à l'acquisition des données, à leur traitement, à leur interprétation, à la publication, à la gestion du partenariat et des collaborations, et aux conditions d'encadrement. Donc, pour le dire assez brièvement, c'est quand même assez trivial sur le principe, c'est de dire on est honnête, fiable, rigoureux, indépendant tout au long du processus. Et donc, attentif à l'intégrité scientifique, c'est juste, mais c'est assez exigeant quand même, se réapproprier les fondements de la démarche de recherche, donc de la démarche et de la pratique, dans un exercice de réflexivité. Alors, une réflexivité individuelle, hein, à toutes les étapes, et puis une réflexivité collective, puisque les bonnes pratiques, ce n'est jamais que le résultat d'échanges permanents au sein des communautés. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose, encore une fois, d'assez simple, qui peut paraître complètement évident, mais qui néanmoins, je vous le redis, est assez exigeant et un chemin qui peut quand même, on le verra, être semé de quelques embûches. Mais voilà en tout cas de quoi on parle quand on parle d'intégrité scientifique. Alors, si on le détaille un petit peu, ça veut dire on s'assure de la pertinence de sa question de recherche, qu'on l'a bien posée, qu'on l'a posée sans induire de biais. On s'assure de l'adéquation des méthodes et des matériels par rapport à la question posée, sinon on aura du mal à faire le lien entre les résultats et la manière dont ils ont été obtenus. On s'assure de la validité de notre protocole expérimental en questionnant les biais qu'il génère à chaque étape. On se pose des questions sur la robustesse de nos résultats en abordant des sujets comme la reproductibilité, l'échantillonnage, le traitement statistique. On est vigilant à l'interprétation des résultats, en n'écartant pas a priori sans justification une hypothèse explicative par rapport à une autre. Et on met en contexte nos résultats quand on les diffuse, en tenant compte de toutes les données de la littérature et en donnant aux résultats une portée appropriée. Donc voilà en gros la feuille de route qui nous permet d'être respectueux de l'intégrité scientifique. Alors, quand on fait tout ça, on est dans une zone de bonne pratique qu'on appelle la zone verte. Et puis, évidemment, il y a une zone rouge, hein, qui est la zone vraiment des fraudes intentionnelles, qu'on appelle falsification, fabrication, plagiat, dont on le verra. Ce n'est pas tellement le sujet parce que c'est quelque chose d'extrêmement marginal. Par contre, ce qui mérite plus qu'on s'y arrête, c'est quand on commence de glisser de la zone parfaitement verte que je viens de vous décrire quand on respecte tout ça, à une zone qu'on appelle un peu plus grise. C'est-à-dire on n'est pas en train de frauder, mais on est en train de prendre peut-être un peu de distance par rapport au respect exigeant des bonnes pratiques. Alors, pourquoi on pourrait glisser? Parce qu'on veut aller vite, parce qu'on n'est pas suffisamment attentif. Alors là, je sais que ça fait sourire, mais je vous le dis parce que ça m'est arrivé quand j'ai instruit des affaires de manquement à l'intégrité scientifique, parce qu'on veut faire plaisir. Moi, j'ai instruit des manquements dans lesquels, en l'occurrence, un doctorant avait trafiqué ses données parce qu'il pensait que, comme ça, il aurait le résultat dont il supposait qu'il ferait plaisir à son encadrant. Donc voilà, c'est une raison maintenant que j'ai ajoutée, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est attendu, que certains de nos résultats sont attendus et qu'on si on ne les a pas complètement avec nos données, ben on enjolive nos données pour les faire apparaître, parce qu'on a besoin de publier, et j'ai mis des guillemets et on y reviendra, parce qu'on méconnaît un certain nombre de bonnes pratiques, et c'est notamment le cas d'un certain nombre d'écarts aux bonnes pratiques qui sont liés à un mésusage des statistiques qui est vraiment une affaire de compétences finalement, ou parce que des fois on prend cette méthode plutôt qu'une autre parce qu'on l'a à disposition alors que l'autre, on ne l'a pas et que donc on n'a pas les moyens, par exemple, de prendre la méthode la mieux appropriée. Donc voilà, quelques raisons qui ne sont pas du tout des raisons de fraude intentionnelle, mais qui peuvent nous écarter d'une zone parfaitement verte d'intégrité scientifique.
Alors, je reviens sur la question que je vous évoquais, on a besoin de publier, on veut aller vite. Je donne des éléments de contexte, alors qui ne sont pas des justifications, hein, qui sont des éléments de contexte, qui est que depuis une vingtaine d'années, il y a eu une modification assez significative de l'écosystème de la recherche, avec un passage au financement de projets de recherche quasi exclusivement sur des appels d'offres compétitifs ou très compétitifs, par rapport à une époque antérieure où le financement était sans doute moins important, mais plus récurrent. Et ce passage, il a généré évidemment un très grand nombre de projets soumis par les communautés scientifiques pour que quelques-uns soient retenus. Et donc, ces projets, il a fallu les évaluer. Et donc, la nécessité a été de déployer des outils d'évaluation que moi, j'appelle quand même à assez haut débit des projets de recherche. Et ça a amené au développement et à l'utilisation très généralisée et pas forcément très bien maîtrisée de critères d'évaluation assez quantitatifs de l'activité des chercheurs. Donc ça, c'est un premier élément de contexte. Et le deuxième contexte, c'est que dans le même temps, les éditeurs scientifiques, le monde de l'édition scientifique, qui est un monde aussi assez compétitif, hein, les revues sont elles-mêmes en compétition entre elles, ont fait quand même une politique où ils ont communiqué largement auprès des communautés scientifiques en disant que les, je mets des guillemets, meilleures revues étaient friandes de scoop, vraiment d'avancées scientifiques majeures, et que de la recherche bas bruit, de l'incrémentation et des résultats moyennement positifs, informatifs pour la communauté, mais pas très glamour, ça les intéressait pas tant que ça. En tout cas, ça passerait pas forcément en priorité. Donc, les conséquences pour les chercheurs, c'est qu'ils ont intégré quand même l'idée qu'il y avait une sorte de pression à produire qui conditionnait la possibilité de développer leur activité, l'obtention de moyens, et donc une certaine manière leur évolution de carrière, et que peut-être aller vite et avoir un certain rythme de publication, ça faisait partie des attendus de leur métier. Et la publication est de ce fait devenue un objectif au lieu d'un moyen. Je rappelle que la publication, depuis que la science existe, le fait de diffuser son travail, c'était fait pour qu'il soit évalué par les pairs. C'était un instrument de validation. C'était un moyen de donner à la communauté tous les éléments qui lui permettaient d'évaluer la fiabilité de son travail. Et puis, c'était aussi le moyen de le diffuser pour permettre qu'il soit réutilisé. Donc, la publication a glissé finalement un peu d'un statut de moyen à un statut d'objectif. Voilà. Donc, c'est pas je ne tiens pas à justifier les glissements, mais j'explique quand même le contexte dans lequel ils ont pu survenir. Donc, une fois qu'on a dit ça, où on en est? Parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de les unes du monde, elles ont quand même secoué beaucoup la communauté, secoué aussi sans doute les lecteurs qui sont hors de la communauté, qui se sont dit, mais alors finalement, est-ce que ces chercheurs, c'est juste un ramassis de truands? Est-ce qu'on peut leur faire confiance, etc. Donc, il y a quand même, depuis 20 ans environ, de nombreuses études nationales et internationales qui questionnent les chercheurs et leurs pratiques, et dont les résultats convergent très largement pour dire, d'une part, que l'immense majorité des chercheurs sont extrêmement concernés par ces questions autour de l'intégrité scientifique. Ce que nous disent aussi toutes ces études, c'est que les fraudes, donc falsification, fabrication, plagiat, les fraudes intentionnelles sont très rares. C'est de l'ordre de 0,1 à 0,2% des chercheurs concernés, des chercheurs interrogés, et il y en a plusieurs dizaines de milliers, qui se disent avoir été concernés ou eu connaissance personnellement au moins une fois d'un cas de fraude. Donc, c'est quand même extrêmement marginal. En revanche, et c'est plus intéressant à considérer, entre 2 et 15% des sondés, ça dépend de la question qu'on pose, on va y revenir, disent qu'ils ont été personnellement confrontés au moins une fois à une situation qui relève de la zone grise. Et donc, je vous ai mis là, il y a une enquête qui a été faite dans un sondage, dans un projet qui s'appelait Covetos, qui a été porté par le CNRS et dont les résultats ont été publiés en 2022. Donc, ça ne parlait pas que d'intégrité scientifique, ça parlait aussi d'éthique et ça mettait ça dans le contexte de la crise Covid-19, mais il y a toute une partie du projet qui était sur l'intégrité scientifique. Et donc, un peu plus de 80% des enquêtés considéraient que les règles et valeurs de l'intégrité scientifique étaient bien respectées dans leur communauté.
Et puis, on leur posait des tas de questions pour savoir si ils avaient eux-mêmes eu des pratiques qui, une fois, pouvaient être plutôt grises que vertes. Et donc, ils ont répondu honnêtement. Et 11% ont dit qu'au moins une fois, ils avaient été amenés à modifier la méthodologie ou l'orientation d'un projet de recherche pour répondre aux pressions d'un financeur. 6% ont dit donc ça veut dire que 90% ne l'ont pas fait quand même. 6% ont dit qu'ils n'explicitaient pas toujours les détails de méthodologie et de protocole dans les publications ou dans les projets qu'ils soumettaient. Donc, ça veut dire que 95% presque le font convenablement. 2% ont dit qu'ils évitaient de présenter des données qui pourraient contredire leurs hypothèses. Donc, ça existe, mais ça veut dire que 98% le font plutôt bien. Et 0,4% ont dit qu'il leur arrivait d'utiliser les idées ou les travaux d'autrui sans les nommer. Donc, je trouve que cette étude, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle ne dit pas que la communauté est parfaite, qu'il ne se passe jamais rien, etc. Elle donne quelque chose qui est assez plausible et en même temps, même si ce n'est pas parfait, c'est quand même pas complètement alarmant. Voilà. Donc, je trouve qu'elle renvoie l'idée d'une communauté scientifique plutôt attentive à ces questions, plutôt réflexive et plutôt consciente de ses limites, mais des limites qui ne sont pas dramatiques dans leurs conséquences en matière de robustesse des connaissances produites. Donc, finalement, les institutions ont bougé, ont pris conscience que finalement, à l'intérieur des institutions, ce qu'il y a, c'est qu'on ne prenait pas la peine de parler d'intégrité scientifique, c'est ce que je vous disais, c'était censé être un acquis, c'était une compétence du chercheur, donc on n'en parlait pas. Donc tant qu'on n'a pas été fortement secoué par ces interpellations sur les manquements, on n'avait pas pris la peine de parler d'intégrité. Et donc, c'est chose faite maintenant. Il y a eu en 2017 la création d'un office français de l'intégrité scientifique qui, au plan national, coordonne, impulse des politiques, veille, sert de vigie en fait, sur ces questions pour l'ensemble des établissements. Il y a des textes de référence, une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche qui, en fait, parle beaucoup d'intégrité scientifique. Et puis, dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, il y a des référents à l'intégrité scientifique, il y a des documents de référence, il y a des actions de sensibilisation, il y a des procédures, il y a maintenant des obligations pour tous les doctorants d'être formés à l'intégrité scientifique. Les doctorants prêtent serment maintenant depuis quelques mois quand ils soutiennent leur thèse. Donc voilà, il y a eu une prise de conscience que pour ne pas avoir à parler des manquements, il fallait parler de l'intégrité scientifique. Et donc c'est une très bonne chose. Et puis il y a eu aussi une prise de conscience généralisée qu'on pouvait améliorer les pratiques institutionnelles. Voilà, que peut-être les institutions avaient aussi du chemin à faire pour placer leurs chercheurs dans une situation plus favorable. Et j'en veux pour preuve un accord très récent qui s'appelle l'accord de Paris pour la réforme de l'évaluation de la recherche, qui date de juin 2022, qui a été porté par 350 organisations de plus de 40 pays, parmi lesquels de nombreux établissements français, dont le mien. Et il y a 4 engagements principaux. Reconnaître la diversité des contributions à la recherche, fonder l'évaluation de la recherche principalement sur une évaluation qualitative pour lesquelles l'examen des pairs est central et avoir une utilisation modérée et responsable d'indicateurs quantitatifs, abandonner les utilisations inappropriées dans l'évaluation de la recherche et les mesures qui ne sont pas mesures basées sur les revues, les publications, en particulier vraiment les facteurs d'impact des revues, le H-index, vraiment des choses qui ont été utilisées un peu à la hache et qui ont vraiment, je pense, été des facteurs un peu déstabilisants pour les communautés scientifiques. Et puis, éviter l'utilisation des classements des organismes et des établissements dans l'évaluation de la recherche. Voilà. Donc, je pense que voilà, on est revenu sur un chemin un peu plus vertueux. Et puis aussi, une augmentation du financement des appels d'offres, c'est-à-dire les appels d'offres, par exemple, celui de l'ANR, sont toujours compétitifs, mais le budget a été revu à la hausse et on est passé d'un taux de sélection qui était autour de 10% il y a 5 ou 6 ans à un taux qui est plutôt autour de 25% maintenant. Et ça permet de travailler dans des conditions bien plus sereines. Et je pense que c'est aussi un facteur très positif pour inciter au respect plein et entier des règles de l'intégrité scientifique. Donc voilà un petit peu rapidement sur l'intégrité scientifique. Un petit mot maintenant sur la déontologie que je vais embarquer ce soir vraiment sous l'angle de la déontologie de l'agent public, liée à notre statut. Et donc,
vraiment, je le redis, hein, au cœur de la déontologie, il y a la notion d'intérêt général, puisque notre mission d'établissement public, et donc de chercheur public, c'est de servir l'intérêt général en réalisant les missions de service public qui nous sont confiées. Pour ça, on a un statut, et ce statut, il comporte des droits et des obligations qui ont été pensés pour nous protéger et nous permettre de réaliser en toute indépendance nos missions au service de l'intérêt général. Et c'est ça qu'il y a derrière à la fois le statut et la loi qui rappelle la déontologie, les droits et les obligations des agents publics qui a été revue en 2016. Il faut vraiment avoir cette lecture-là de la loi, c'est-à-dire tout ce qui doit nous permettre, si on le respecte, d'être à l'abri de la tentation de servir des intérêts particuliers, pour le dire brièvement. Et au cœur de ça, il y a notamment la question des liens et conflits d'intérêts, puisque chaque individu, chacun d'entre nous, est une somme de liens d'intérêts qui lui sont particuliers. Alors des liens d'intérêts familiaux, amicaux, financiers, professionnels, associatifs, culturels, idéologiques, toutes sortes de liens d'intérêts. Et ces liens, ils sont merveilleux parce que ils font de nous des êtres sociaux, sinon nous serions des ermites au fond d'une grotte. Et donc, ils sont absolument pas à dénigrer ou à remettre en cause. Autant, il y a des circonstances où, si on n'y prête pas garde, ils peuvent interférer avec notre capacité à servir l'intérêt général. Et donc, c'est ça qui nous amène à la question de la situation de conflit d'intérêt. Hein. La définition, elle est dans la loi du conflit d'intérêt. C'est une circonstance dans laquelle notre jugement ou notre action sont influencés par nos liens d'intérêt. Donc, la question que doit se poser le fonctionnaire à tout instant, c'est est-ce que les liens d'intérêt qui me constituent interfèrent avec la mission qui m'est confiée. Et donc, évidemment, ça concerne l'ensemble des activités d'un agent public et donc l'ensemble des activités d'un chercheur public. Évidemment, par exemple, des situations de recrutement, d'évaluation, d'expertise sont particulièrement sensibles. Hein. Quand on est dans un jury de recrutement et qu'on a un de ces anciens doctorants qui se présente, eh ben on a une situation de conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, ce n'est pas forcément financier. C'est est-ce que je suis capable d'évaluer l'ensemble des candidats exactement de la même manière. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai des liens particuliers, évidemment non. Dans ce cas-là, on doit avoir des procédures de déport. Donc, vous voyez, la question des liens d'intérêt, elle se pose dans toutes les situations, mais elle est aussi capable d'affecter directement la production et l'utilisation des connaissances. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense on a encore un peu de chemin à faire parce qu'on est globalement pas complètement équipé, peut-être un petit peu naïf encore sur ces sujets-là. Parce qu'il est quand même maintenant assez documenté que la formulation de nos hypothèses, la conception de nos études, la définition de nos protocoles, nos pratiques d'échantillonnage, nos interprétations de résultats, la manière dont on communique, peuvent être influencées dans une certaine mesure par des liens d'intérêt quand on en a. Et c'est notamment le cas quand on fait une recherche en partenariat avec des partenaires qui ne sont pas tous au service de l'intérêt général, et ce n'est pas un sujet, hein, chacun a ses finalités et ses objectifs, mais il faut être toujours très attentif à ce que dans la diversité des partenariats qu'on établit, notre posture de chercheur public nous impose de toujours servir l'intérêt général. Et peut-être qu'on n'a pas pris la peine d'examiner ça de manière très attentive tout le temps et qu'il faut qu'on s'y repenche. En tout cas, c'est assez documenté dans la littérature qu'on a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'il peut y avoir des biais dans ce domaine. Et c'est très difficile parce que comme on n'a pas été très éduqué à ça, c'est pas toujours facile, même pour les agents et les chercheurs, de conscientiser leurs liens d'intérêt. Voilà. Et donc, il faut qu'on soit dans une démarche d'aide, d'identification de ce qui est un lien d'intérêt, d'aide à la déclaration pour permettre l'analyse et prévenir les conflits. Parce que c'est vraiment une condition importante d'une science fiable et robuste, parce qu'effectivement, des connaissances un peu biaisées, elles engagent à la fois la communauté scientifique sur des fausses pistes de recherche, ce qui est toujours extrêmement délétère puisque toute connaissance se produit
se construit sur la base des connaissances antérieurement produites. On empile d'une certaine manière. Donc, quand on commence à faire pencher un peu la pile, au bout d'un moment, elle va tomber. Ça coûte de l'argent, ça fait perdre du temps. Et puis surtout, ça produit des connaissances qui sont susceptibles d'être utilisées dans des processus de décision publique. Et donc, c'est important en termes de conséquences pour la société. Donc ça, vraiment, la gestion des liens et conflits d'intérêts, c'est un sujet auquel on est de plus en plus attentif dans les établissements d'enseignement public et de recherche, et avec un fort encouragement de la puissance publique. Et donc, on a maintenant vraiment des processus de déclaration, de liens d'intérêt et de communication auprès de nos collègues qui sont de plus en plus sensibles. Deuxième point qui est important, et on l'a vu de manière très intense lors de la crise Covid, c'est l'expression publique des chercheurs. C'est vraiment une situation qui porte des enjeux très forts en termes de déontologie et d'intégrité scientifique et qui a des conséquences majeures en termes de crédit de la science et des chercheurs auprès des citoyens. Donc, c'est un exercice extrêmement délicat parce qu'il met ensemble, il rapproche deux mondes, celui de la recherche et puis celui des médias et de la communication, dont les attentes et les exigences, alors j'ai mis ne convergent pas nécessairement, et c'est un euphémisme, ne convergent pas du tout. Les chercheurs traitent des sujets complexes qui nécessitent beaucoup de temps pour être exposés, alors même qu'on leur demande en face des réponses simples et qu'on leur impose des formats de communication très brefs. On a une temporalité très longue de la recherche, des demandes de réponses très rapides des médias ou des institutions politiques. On a une nécessité d'indépendance de la recherche qui est mise en face d'une injonction de rendre des comptes rapidement. Et puis, surtout, et c'est vraiment ce qui, je pense, un enseignement majeur de la période qu'on a traversée là, une démarche scientifique au sein de laquelle les connaissances se construisent depuis toujours, depuis vraiment la naissance de la démarche scientifique, sur la base de controverses et d'analyses contradictoires. Les chercheurs se confrontent leurs théories, confrontent leurs résultats, confrontent leurs interprétations, et c'est de ça que naissent les avancées. Et ça, ce n'est pas compris à l'extérieur des communautés scientifiques, parce que ça n'a pas été expliqué. Et donc, ça a été très, très dommageable pendant la crise du Covid, parce qu'on a vu ce processus, finalement, se déployer au grand jour sans que personne, sans que le mode d'emploi ait été livré avec. Et donc, finalement, cet exercice de l'expression publique des chercheurs, il est extrêmement important, il est dans nos missions et il est extrêmement délicat. Et donc, je pense que, voilà, nous, on l'a fait un peu, du coup, à INRAE il n'y a pas longtemps, hein, mieux vaut tard que jamais. Il y a vraiment une nécessité de donner des repères à nos communautés scientifiques, mais aussi des repères aux gens qui nous lisent et qui nous écoutent. Il faut qu'on dise à quel titre personnel ou institutionnel on s'exprime, ce qui légitime en termes de compétences nos prises de parole, qu'on déclare nos liens d'intérêt, qu'on caractérise la nature de nos interventions, qu'on communique un résultat. C'est pas pareil de communiquer une opinion ou communiquer une hypothèse, donc il faut qu'on le dise, qu'on soit très transparent. Il faut qu'on donne des éléments de contexte. Est-ce qu'on dit quelque chose vraiment qui fait consensus sur le sujet, ou est-ce qu'on dit quelque chose qui doit s'inscrire dans une pluralité de visions et qu'on l'exprime, ou est-ce qu'on dit quelque chose qui prête à controverse? Et puis, il faut qu'on partage, vraiment c'est très important, ce qui fonde la démarche scientifique. Et donc, c'est tout ce continuum vraiment hypothèse, mise à l'épreuve d'un protocole expérimental, acquisition de données, interprétation, discussion, de ce qui distingue. Donc ça, c'est ce qui produit une connaissance, peut-être une connaissance fragile, peut-être une connaissance qui pourrait être remise en cause ou rediscutée. Mais en tout cas, toute cette méthode la distingue d'une croyance. Et ça, il faut qu'on le redise et qu'on repartage avec l'ensemble de nos concitoyens ces éléments-là, parce que sinon, je pense on se met collectivement dans une situation périlleuse. Voilà, donc quelques mots sur la déontologie et ce qu'elle emporte comme enjeu. Et puis, une petite dernier volet sur l'éthique, qui, je vous l'ai dit, peut être considérée comme une réflexion sur les finalités, les conséquences de nos actions. Alors, une bibliographie un peu ancienne, mais qui, je trouve, cette petite phrase d'Emmanuel Kant, elle résume, je trouve, très bien ce qu'il y a derrière les interrogations que nous devons avoir en matière d'éthique de la recherche,
qui dit « Agis seulement d'après la maxime à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». C'est-à-dire, est-ce que vraiment, ce qu'on va chercher à faire, on a envisagé que ça puisse s'appliquer de manière générale. Et donc, ça nous engage à nous poser ces questions de finalité, conséquences, moyens, avec cette balance à 3 plateaux qui a été dessinée par Claire qui nous écoute, et à nous dire que le principe fondateur qui doit nous guider, c'est que si la recherche doit constituer un élément essentiel pour assurer le développement de la société, cette avancée des connaissances, elle doit jamais être source d'une altération du bien-être et de l'intégrité de l'individu et de la collectivité. C'est-à-dire on doit toujours se poser la question du bénéfice ou des conséquences. Et donc, bien sûr, il y a un certain nombre de lignes de conduite, reconnaissance de la dignité humaine, respect des personnes et des animaux et de l'environnement quand on mène des recherches, absence de discrimination, visée d'un mieux-être de la collectivité, vraiment bonne utilisation des fonds pour les finalités qu'on expose, considérer qu'il y aura un partage juste et équitable des bénéfices de la recherche, ça c'est les principes de l'interrogation qui doit nous animer quand on regarde le côté éthique de nos projets de recherche. Vraiment, je pense qu'on doit considérer ça dans le cadre d'un mouvement vers la responsabilité de la science. C'est vraiment ça l'éthique de la recherche. Je ne vais pas vous faire, bien sûr, ni un cours d'éthique, ni un cours d'histoire, mais vous voyez bien que ça a été quand même, ça a émergé à la suite du double choc de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que ça a commencé à baliser un chemin sur lequel on est encore en train de progresser, depuis les premiers textes qui ont commencé à encadrer l'expérimentation médicale en poursuivant par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les premiers textes qui ont reconnu solennellement la responsabilité collective des scientifiques envers la société, et pas d'une science qui était dans sa tour d'ivoire, voilà, jusqu'au moratoire d'Asilomar, face au risque du projet génétique. Vraiment, on a dessiné un chemin qui, pierre après pierre, a construit l'idée que le modèle qui avait pu prévaloir d'une science coupée des mœurs était devenu intenable et qu'on devait intégrer l'éthique dans le processus d'élaboration des connaissances. Donc ça, finalement, dans nos institutions, on le fait depuis assez longtemps. Dans toutes les institutions en France, il y a des comités d'éthique. Il y en a un qui était commun à INRA, au CIRAD et à IFREMER, alors maintenant à INRAE, qui en plus rassemble l'IRD. Il y en a au CNRS, il y en a à l'INSERM. Et ces comités, ils éclairaient les stratégies d'établissement. Ils se posaient des questions des grands enjeux ou de grands types de méthodes ou de grands fronts de science et de la manière dont les institutions devaient s'en emparer. Vous avez là des exemples. Que devons-nous faire avec les nouvelles techniques d'amélioration génétique des plantes? Quelle responsabilité pour les chercheurs à l'heure des débats sur la post-vérité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération quand on veut faire de la recherche sur la thérapie embryonnaire? Donc ça, c'était à destination beaucoup des directions des établissements. Et c'est très bien, et c'est nécessaire, et c'est extrêmement important. Depuis quelque temps, il est apparu la nécessité de faire vivre ce questionnement aussi à l'échelle des projets de recherche, vraiment au plus près des communautés scientifiques qui portent ces projets de recherche et qui les déploient. Et ça, je pense que c'est une avancée tout à fait significative. Et ce n'est pas simple, parce que ça fait porter aussi sur nos collègues des responsabilités qu'il faut assumer aux côtés des autres. Donc ça, c'est une belle diapositive qu'a faite Claire, et c'est pour vous donner des exemples de ce que ça embarque. À INRAE, Claire a fait une cartographie de l'ensemble des questions qui se posaient dans un institut comme le nôtre, donc qui travaille sur agriculture, alimentation, environnement. Vous voyez qu'on a quand même 3 grands champs qui sont assez exigeants. On peut se poser la question du respect de la personne humaine, à la fois la personne quand l'objet de nos recherches, c'est les êtres humains, quand on travaille sur l'alimentation, qu'on a des projets à l'interface avec la santé, voilà. L'objet finalement, c'est l'homme. Ou quand on a l'impact sur les humains de projets qui mobilisent l'intelligence artificielle ou la robotique, on a des impacts
sur le vivant et sur l'environnement. On peut mobiliser dans nos projets des technologies qui modifient le vivant, OGM, édition de génome, biologie de synthèse. Est-ce que ça nous pose des questions ou pas? Dans les technologies, comme dans les utilisations qui peuvent en être faites. On a des sujets autour de l'impact environnemental direct de nos recherches, sur finalement la possibilité pour nos recherches d'impacter les écosystèmes qu'elles étudient. On a des enjeux autour du respect des partenaires et des partenariats qu'on noue, et des différents types de partenariats, que ce soit des partenariats publics-privés, des partenariats avec des citoyens, on a des partenariats avec des associations, on a des partenariats avec d'autres pays. Et puis, on a des enjeux autour des participants humains, autour de la différentes manières dont on peut mobiliser des personnes dans nos expérimentations, que ce soit autour des enquêtes, de collecte de données, ou que ce soit dans des nouvelles manières de faire de la science, notamment autour des sciences participatives. Donc, vous voyez, il y a des champs très divers, mais très complémentaires, qui peuvent engager la réflexion éthique sur les projets qui sont portés par nos chercheurs. Je disais que pour accompagner ça, nos institutions avaient quand même déployé des actions, que donc nous, à INRAE, on avait Claire Lurin qui se consacre entièrement à cette mission et qui est directrice de recherche et qui a pris, il y a 2 ans à plein temps, le poste de référente à l'éthique des projets de recherche et qui a donc développé tout un tas d'outils d'appropriation de ces enjeux pour les chercheurs, notamment une grille d'auto-évaluation, un accompagnement personnalisé et la mise en place d'un comité multidisciplinaire qui comprend une majorité de personnes extérieures à INRAE pour examiner les projets qui portent un enjeu significatif. Donc, nos institutions se mobilisent finalement pour répondre, pour accompagner en tout cas le mieux possible nos collègues à embarquer ce nouvel enjeu. Enfin, c'est un enjeu qui était déjà là, mais ce n'est pas si évident, si immédiat. Et je pense que nos collègues sont tout à fait prêts à accomplir cet effort-là, mais il faut les accompagner, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vous proposais cette diapositive en guise de quasi-conclusion, qui est une diapositive que j'ai empruntée à Léo Koutelek, qui est chercheur en philosophie et en épistémologie des sciences, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay, et qui travaille beaucoup sur ces questions de déontologie, d'intégrité scientifique et d'éthique, et qui essaye de construire un cadre conceptuel qui les porte en fait, et dans lequel on peut les inscrire de manière intégrative, et qui lui déploie un concept qu'il appelle la science impliquée, et qui dit qu'une science impliquée, c'est une science qui doit être ouverte, plurielle, fiable et responsable. Et vous pouvez voir sans doute que ça reprend quand même pas mal de choses que je vous ai dites, puisqu'une science fiable, c'est vraiment une science qui respecte parfaitement l'intégrité scientifique, une science responsable qui est attentive aux conséquences de ses actions, c'est une science qui s'est posé la question de ses enjeux éthiques, que je ne vous suis pas parlé de la science ouverte, hein, mais vraiment c'est un mouvement qui accompagne fortement les exigences d'intégrité et d'éthique, puisque plus on ouvre la science, plus elle doit être, j'allais dire, irréprochable. Et puis, bon, Léo Koutelek se pose en plus la question de la pluralité de la science, mais c'est plus une question d'épistémologue à l'intérieur des communautés. En tout cas, je trouve que sa diapositive, enfin son cadre conceptuel de science impliquée, il est intéressant parce qu'il traverse finalement de la communauté scientifique aux institutions qui encadrent ces communautés et à la société. Et il a l'intérêt, je trouve, de rassembler et d'interconnecter ces notions qui, je vous le dis depuis le début, sont vraiment étroitement liées. Et ça, c'était ma dernière diapositive qui était pour vous dire que j'espérais avoir pu partager avec vous ma conviction que c'est vraiment des valeurs qui sont porteuses de sens et qui sont à la fois au cœur de la production et du transfert des connaissances et au cœur de la capacité à susciter la confiance, puisqu'elles conditionnent la fiabilité des connaissances produites, du coup la pertinence de l'action publique qui se construit sur ces connaissances. Elles sont au cœur de notre capacité à servir l'intérêt général et au cœur de finalement la responsabilité sociale de la mission qu'on mène. Et elles sont aussi, et je pense que c'est important de le redire, au cœur de l'accomplissement professionnel des chercheurs qui, pour beaucoup, sont venus sur ces métiers-là, vraiment avec ces valeurs-là et l'envie de les servir. Donc voilà, se replonger dedans et se redire qu'il ne faut pas les perdre de vue, c'est aussi
retrouver une forme d'accomplissement professionnel. Voilà, voilà. Désolée pour cette interruption, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et à votre disposition, bien sûr, pour échanger. Merci beaucoup donc, pour cette présentation. J'ouvre tout de suite le débat et je vous prie de nous excuser pour ces problèmes techniques. Non, non, mais écoutez, je ne sais Notre pas ce qui volonté. s'est passé, mais… Voilà. Des questions? Oui, je me posais une question quand même. Cette éthique dans la science ne limite-t-elle pas la recherche fondamentale? Le scientifique, il n'est pas responsable de l'utilisation ensuite de sa recherche. C'est un autre domaine, ça. Claire. Question piège, alors tu me la donnes. Je passe la parole à la référente à l'éthique de la recherche. Non, alors, oui, sans répondre trop longuement, parce que ça pourrait être très long, mais se poser les questions éthiques, ça ne veut pas forcément dire s'interdire de faire les choses. Ça veut dire réfléchir et réfléchir aux conséquences éventuelles des projets. Donc, peser le pour et le contre, c'est la balance, hein. Et si les risques sont trop grands, s'interdire effectivement de mener certains projets, mais ça ne veut pas dire s'interdire tout projet d'avancer de la connaissance qui pourrait avoir un risque et avoir des conséquences que effectivement les chercheurs ne maîtrisent pas. Mais c'est quand même une bonne idée de se poser les questions sur les conséquences et de les regarder en face, de ne pas mettre des œillères et d'assumer les conséquences éventuelles et de réfléchir à s'interdire certains projets parce que les conséquences pourraient être trop mauvaises. Voilà, c'est l'idée de la réflexion. C'est pas s'interdire toute avancée de connaissance parce que elle risque éventuellement de conduire à quelque chose de mauvais. Et d'ailleurs, pour prolonger la réponse de Claire, le comité d'éthique des projets, il ne donne pas des avis sanctions. Il ne dit pas oui ou non. Il dit ce qu'il pense du projet. Il émet éventuellement des recommandations, mais il ne prononce pas une autorisation-interdiction. Donc, on est vraiment dans une démarche d'engagement à la réflexion et d'accompagnement de la réflexion. Et il aide à la décision, en fait. Mais l'idée, c'est il aide à la décision des chercheurs, j'y vais pas, ou à la décision d'une instance un peu hiérarchique, direction de l'INRAE sur un projet, mais c'est pas un avis décisionnaire. C'est des recommandations et une aide à la décision sur des choix à faire. Bonsoir mesdames, merci. Deux choses. La première, en 86, nous avons un scientifique qui est venu sur tous les médias pour nous expliquer que le nuage de Tchernobyl avait contourné la France. Je sais que les dieux protègent la France. À ce point, j'ai des doutes. Bon, personne n'a été dupe de cette affirmation, mais enfin, je trouve ça un peu gros. D'autre part, pendant cette affaire du Covid, je ne me souviens pas avoir eu une controverse. On n'avait qu'un seul et unique son de cloche. Et ça m'a énormément perturbé dans la confiance au niveau des la scientifique. Je vous remercie. C'est pas vraiment une question, du coup. Une question, en fait. Est-ce que j'entends pas ce que… Excusez-moi. Pardon. Oui, ce qui est important, c'est la confiance qu'on peut avoir entre les scientifiques. Et ça, c'est quand même primordial, me semble-t-il. Oui, oui, ben c'est pour ça que je vous ai répété ça et que c'est sur ma dernière diapo. On en est bien conscient. On est bien conscient que si on ne respecte pas au bon niveau d'exigence l'ensemble de ces valeurs, on court le risque d'abîmer effectivement la confiance que les citoyens font dans la science et dans ce qu'elle produit, et à ce moment-là, d'être concurrencés par le champ de la croyance. Et effectivement, c'est un vrai enjeu aujourd'hui d'être capable de garder ou de reconquérir, ça dépend, de cette confiance en expliquant en quoi… je pense qu'un des grands enjeux, et ça, on ne le fait pas très bien, mais quand je dis on, ce n'est pas que les chercheurs, je pense que c'est depuis le système éducatif aussi, en partageant la spécificité des méthodes scientifiques. C'est-à-dire, elles ont leurs limites, elles peuvent avoir des biais, mais en tout cas, elles sont quand même un bon garde-fou contre la croyance. Voilà. Et donc ça, redire ce qui fait la particularité de la démarche scientifique et des méthodes qui la fondent, et du coup,
qui donne un statut particulier à la connaissance quand elle a été obtenue en suivant rigoureusement ce processus-là, je pense qu'il faut le redire. Je pense que on serait peut-être ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de controverse. Je pense qu'il y en a eu et que justement la controverse a été exposée au public. Ouais. Et elle a déstabilisé les gens. Et a déstabilisé les gens. On a eu sur des plateaux de télévision 4 scientifiques, chacun avec des données qui n'étaient pas concordantes, des propositions qui n'étaient pas les mêmes. Et les gens se sont dit, mais ces gars-là, ils ne savent pas ce qu'ils... Enfin, voilà quoi. Et en fait, non, on aurait fait ça dans un colloque, on aurait trouvé ça très bien, on aurait fait une synthèse des actes à la fin, sauf que là, c'était le journal télévisé, ça durait un quart d'heure, et que les 10 millions de personnes qui regardaient le journal, ils ne savaient plus quoi penser à la fin, quoi. Et donc ça a été dommageable. D'autres questions? Oui, une autre question. Oui, tout ce que vous venez de nous exposer, qui est passionnant, pour moi, je le vois comme un cadre de travail pour les chercheurs et un outil. Quelque part, j'aimerais savoir comment concrètement, dans la vraie vie et dans la réalité, ça s'articule avec tout ce qui va à l'encontre de ça dans notre société actuelle, hein, notamment l'importance des lobbies. Alors, ça s'articule à chaque étape de la production des connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure alors d'abord, c'est très exigeant. Hein. Moi, je pense que pas jeter la pierre quand par hasard, quand un chercheur passe de la zone verte à la zone grise, parce qu'être toujours dans la zone verte à tout moment et sur tout sujet, c'est un très, très fort niveau d'exigence. Et comme vous le dites, dans un environnement qui n'est pas forcément toujours ultra propice. Donc, prenons le cas de la recherche partenariale. On fait de la recherche publique, on a vocation à la faire avec tout un tas de partenaires, y compris des partenaires qui ont d'autres objectifs que l'intérêt général, et c'est pas un sujet, hein, chacun, là, il y a des entreprises qui ont pour d'autres objectifs que l'intérêt général, et pour autant, elles sont très utiles, elles fabriquent des choses utiles, elles procurent de l'emploi, elles fabriquent de l'alimentation, enfin voilà, leur utilité à la société ne fait aucun doute, mais leur statut n'est pas celui d'un établissement public. Et donc, elles ont d'autres intérêts, y compris celui d'être rentable, ce qui n'est pas le cas d'un établissement public. On travaille en partenariat, et c'est tout à fait justifié, avec tout un tas d'entreprises. C'est très bien si, et seulement si, on est en capacité, quand on pose la question du sujet de recherche qu'on va aborder ensemble, quand on se met autour de la table pour décider des méthodes, des livrables, des échantillonnages, que tout ce qui touche au protocole de recherche et donc engage les chercheurs publics soit fait selon les règles de la recherche publique et ne soit pas finalement altéré ou influencé par des préoccupations qui seraient des préoccupations de l'entité avec laquelle on est en partenariat. L'entité, elle doit on doit discuter avec elle du sujet. Le sujet doit intéresser les deux, sinon ils n'ont pas d'intérêt à travailler avec nous. Mais la manière dont on traite ce sujet doit respecter les canons de la recherche publique. Donc ça, c'est une des premières manières. Et nos chercheurs, on les a pas forcément équipés pour être très attentifs aux biais qui peuvent se produire à ce moment-là. Donc c'est un des premiers endroits où il faut qu'on redise que sur la méthode, sur la manière de poser une question de recherche, la main doit rester à celui qui, finalement, aux professionnels de la recherche. Un deuxième endroit du processus qui est sensible, c'est les conclusions qu'on va tirer de l'étude qui a été menée. La question a bien été posée, le processus a bien été déployé. Il faut redire que la discussion d'un résultat obtenu même sur un objet qui est partenarial ou dans le cadre d'un contrat qui est partenarial, il doit se faire en respectant les canons, c'est-à-dire la discussion les conclusions qui doivent en être tirées sont celles qu'on tirerait selon les règles d'analyse de la littérature, pas plus, pas moins, les effets pas, j'allais dire, minimiser si c'est un effet négatif ou exacerber si c'est un effet positif. On reste
très factuel dans la manière dont on décrit les résultats obtenus et les conclusions qu'on en tire. Et puis après, le dernier endroit qui concerne le chercheur en tant que chercheur, c'est la communication. Vraiment être attentif, et on y fait très attention maintenant dans mon établissement, où quand il y a des communications auxquelles des entités autres que notre établissement veulent associer nos chercheurs, on vérifie le contenu, l'usage qu'il y en est fait, que finalement il n'y ait pas une utilisation à des fins promotionnelles indues du travail ou de la contribution de nos chercheurs. Donc ça, c'est vraiment autour de la recherche. Le deuxième endroit où c'est sensible, c'est l'expertise. Nos chercheurs, ils sont aussi sollicités pour rendre des expertises dans des instances nationales et internationales. Et dans ce cas-là, le lobbying dont vous avez parlé, il opère au niveau de l'entité qui rend la décision. Et donc, une agence européenne, plus que de l'expert lui-même. Mais néanmoins, il faut y être attentif au niveau de l'expert lui-même. Alors nous, sur nos processus d'expertise, on a mis en place des déclarations extrêmement complètes, c'est moi qui m'en occupe, de liens d'intérêt, qu'on analyse personne par personne. Après, on fait des déclarations, des analyses de liens d'intérêt au niveau de tout le comité d'experts pour vérifier vraiment que notre comité d'experts n'est pas déporté vers un type d'acteur plutôt qu'un autre. On annexe la déclaration de lien d'intérêt au rapport d'expertise pour dire d'où les gens ont parlé. On essaie d'être le plus attentif possible. Voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Et ce que je peux vous dire, c'est que d'être attentif à tout ça, ça fait peser un poids supplémentaire considérable sur les institutions et sur les chercheurs. Ça prend beaucoup de temps, c'est très exigeant, mais qu'on essaye de le faire du mieux possible pour être le plus à l'abri de tout ça. Maintenant, on vit dans le monde comme il est, quoi. Voilà, donc c'est effectivement, comme vous le dites, c'est dans la vraie vie de tous les jours, et c'est de l'énergie, des outils, du temps, de l'attention, des efforts individuels et collectifs. On essaye de le faire à toutes les étapes. Je ne vous dis pas qu'on y arrive parfaitement, mais en tout cas, on les a identifiés. C'est ça que je pourrais dire, par exemple. Merci. Bonjour. Est-ce que cette méthode-là, qui au final permettrait de garantir donc, une intégrité scientifique au niveau des chercheurs de la fonction publique, le synthétiser comme ça, est-ce que cette démarche s'inscrit ou s'inscrira dans un mouvement plus européen qui permettrait d'avoir une intégrité scientifique normative, ou pas d'ailleurs, ou au moins partagée pour tous les États de l'Europe? C'est déjà le cas. Il y a un guide européen pour l'intégrité en recherche. Il a une dizaine d'années déjà. Il a été revu il y a 2 ans. Il y a un réseau européen sur l'intégrité scientifique. Il y a de nombreux textes. Il y a de nombreux projets européens de recherche sur l'intégrité scientifique visant à élaborer des normes communes. C'est déjà le cas. Et l'Europe est extrêmement active sur ces sujets comme sur les sujets d'éthique. Et la déclaration, je ne suis pas, voilà, j'ai pas élaboré longuement, mais il y a une déclaration qui dépasse même l'Europe, qui s'appelle la déclaration de Singapour sur l'intégrité en recherche, qui date de 2012, et donc qui est internationale. Donc vraiment, ça fait une bonne dizaine d'années que les mouvements convergents sont au niveau international et qu'en Europe, il y a une vraie structuration autour de ces questions d'intégrité scientifique. Bonsoir. Et puisqu'on est dans le sujet, comment vous faites, par exemple à l'Europe, il y a au moins 2000 lobbyistes à Bruxelles pour empêcher des firmes comme Monsanto donc de fabriquer des graines OGM qui résistent à leurs produits phytosanitaires, etc. Enfin, tout ce qu'on entend actuellement. Est-ce que vous arrivez à influencer un peu les politiques justement pour qu'il y ait des changements? Alors, nous, la communauté scientifique, je ne pense pas qu'elle soit en situation d'influencer le comportement des politiques. Parce que c'est bien ça il y a des tas d'ouvrages intéressants sur experts et décisions publiques, le lien entre recherche, expertise et décision publique. C'est très théorisé, c'est très documenté. Les lobbyistes,
j'aurais mauvaise grâce à dire qu'ils attaquent le maillon faible, mais quand ils ont une action de lobby, ils l'ont très majoritairement, non pas auprès des scientifiques qui rendent les expertises, mais auprès des politiques qui vont voter les directives et les normes. Et donc, là, nous, on a zéro prise. Nous, notre job et ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est garantir l'indépendance du processus d'expertise tel qu'il est rendu par les commissions auxquelles nos collègues chercheurs contribuent. Donc, on doit les éclairer sur le fait qu'ils doivent être vigilants si jamais ils sont approchés, mais surtout sur le fait que le processus d'expertise qu'ils vont diligenter est exempt de biais, qu'ils s'appuient bien sur un corpus de littérature qui est le bon, qu'ils ont bien tout regardé, qu'ils ont bien traité l'ensemble de la question, qu'ils l'ont bien fait en leur âme et conscience, qu'ils ont bien... Voilà. Donc, le chercheur mobilise ses conséquences au service d'un processus d'expertise. On lui enjoint de vérifier qu'il le fait de manière extrêmement intègre en s'appuyant sur un corpus de connaissances qui lui-même a été produit dans de bonnes conditions. Une fois qu'on a fait ça, il rend une expertise à destination de politique. Ce qu'ils en font, nous, on n'a aucune prise là-dessus, vous voyez. Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous dire sur ce qu'on met en place et les limites de ce qu'on met en place. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons peut-être clore cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Désolée encore pour le petit interruption. Voilà. J'espère que vous avez contribué donc à faire comprendre quelles sont les manières dont on essaie de travailler. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci Claire Lurin. Au revoir.